Bonjour, de la neuropsychologie aujourd'hui au menu. On va parler d'inhibition, de contrôle émotionnel, de planification, de mémoire de travail. Bref, on aborde les fonctions exécutives. Alors pour ceux qui connaissent un peu moins ce champ-là en neuropsychologie, les fonctions exécutives, ça correspond à un ensemble de processus qui nous permet la régulation et le contrôle cognitif, émotionnel, comportemental. Ce sont des aptitudes dites de haut niveau et c'est quelque chose que l'être humain a spécifiquement développé quand on le compare à d'autres espèces. Alors vous avez vu en introduction des images du marshmallow test qui est une expérience célèbre en psychologie et qui met des jeunes enfants dans une situation sollicitant leur capacité d'inhibition ou de contrôle inhibiteur, et ça tombe bien puisque c'est une clé de voûte du fonctionnement exécutif. Alors l'expérience du marshmallow test, son principe est extrêmement simple. Vous mettez un enfant dans une pièce, vous lui offrez un marshmallow et vous lui dites que vous allez quitter la pièce et le laisser seul quelques minutes. S'il arrive à ne pas manger son marshmallow avant votre retour, eh bien il aura le droit à un second marshmallow. Donc l'idée c'est de savoir si l'enfant, grâce à cette gratification différée, cette récompense qu'on lui promet, va réussir à inhiber l'impulsion première qui est de manger ce marshmallow qui est sous ses yeux. Donc c'est un prisme essentiel chez les neuropsychologues et qui peut avoir également une grande utilité chez de nombreux cliniciens. On peut distinguer deux registres de fonctions exécutives, celles qui se situent plutôt sur un versant affectif, on les appelle les fonctions exécutives chaudes. On peut prendre l'exemple du contrôle émotionnel. Et d'un autre côté, on peut parler du versant froid ou purement cognitif. Donc on pourrait citer par exemple les capacités de planification, de mémoire de travail, comme des éléments froids. Alors l'expérience du marshmallow test est assez savoureuse, mais elle n'est pas des plus rigoureuses scientifiquement. Mais on peut déjà noter certains aspects. Le premier, c'est que le fonctionnement exécutif est quelque chose qui émerge très jeune. Cependant, la maturation des fonctions exécutives chez l'être humain est quelque chose qui prend énormément de temps. Et il faudra attendre l'âge adulte pour pouvoir acquérir un fonctionnement exécutif achevé. Alors je voulais m'attarder dans cette vidéo sur les stratégies d'évaluation des fonctions exécutives. Comment font les neuropsychologues, puisque c'est eux principalement qui sont centrés sur ces aspects-là, pour évaluer le fonctionnement exécutif chez un individu. Et en fait, il existe certaines épreuves qui permettent d'évaluer certains aspects du fonctionnement exécutif. Alors je vais vous en présenter une ici qui s'appelle le WCST. Il s'agit du test de classement de cartes du Wisconsin. Donc c'est une épreuve très connue des neuropsychologues. En fait, l'épreuve consiste à proposer à un sujet de classer des cartes, mais sans lui donner les critères de classification. Les cartes proposées ont des symboles, des couleurs et des nombres de symboles différents. Et en fait, on va proposer simplement des feedbacks à chaque classement pour préciser si le classement est correct ou non en regard de ces critères implicites choisis par le neuropsychologue. Et le sel de cette épreuve, c'est que le neuropsychologue, une fois que le sujet a classé correctement un certain nombre de cartes, va changer sans prévenir le sujet son critère de classification et on regarde si le sujet évalué est capable d'inhiber sa stratégie initiale de classement et a la flexibilité et la mémoire de travail pour pouvoir en adopter et maintenir une autre. Donc ces épreuves comme le WCST et certaines autres sont des classiques pour les neuropsychologues, seulement elles comportent certaines limites. Et une des limites principales, c'est qu'on place à chaque fois le sujet dans une situation artificielle, dans une situation de laboratoire, on pourrait dire. Or, ce qui pourrait être intéressant et restituer une autre réalité de son fonctionnement exécutif, c'est de pouvoir appréhender ce même fonctionnement exécutif, mais dans le quotidien de la personne. Qu'est-ce qui pêche du point de vue des apprentissages quand il s'agit d'un enfant d'âge scolaire, par exemple? Ces épreuves classiques ne permettent pas de restituer cette approche qu'on pourrait qualifier de plus écologique. Et c'est justement ce que permettent une toute nouvelle série d'inventaires que nous venons de publier. Il s'agit des inventaires BRIEF que vous voyez derrière moi. Ce sont des inventaires d'évaluation comportementale du fonctionnement exécutif. Donc il existe 3 versions en fonction de l'âge du sujet évalué. Donc pour chacun des inventaires, le principe est similaire. On pose une série de questions relatives au comportement du sujet évalué lors des 6 derniers mois. Et l'on en dégage une photographie des manifestations dites exécutives au quotidien. Donc ce sont des outils d'évaluation qui n'ont pas d'équivalent en France. C'est une première que d'avoir, avec des étalonnages récents, une fiabilité psychométrique extrêmement forte, la possibilité d'appréhender avec cette approche écologique le fonctionnement exécutif des 2 ans et jusqu'à 93 ans pour la forme adulte.
Intéressant de noter également que sur chaque inventaire brief, il y a des échelles de validité. Parce qu'effectivement, on ne se retrouve pas avec les biais de la mise en situation artificielle qu'on retrouve dans les épreuves classiques. Mais ici, on se retrouve soumis à une certaine subjectivité dans le discours de l'évaluateur et certains biais aussi qui peuvent déformer la photographie qui est proposée du fonctionnement exécutif de l'enfant ou de l'adulte. Donc les inventaires briefs proposent dans chacune des formes deux échelles de validité. D'un côté, on a une échelle dite de négativité qui s'assure que la personne qui répond aux items n'a pas un discours atypique sur la personne évaluée. On a également une échelle dite d'incohérence qui permet de regarder si les réponses données sont suffisamment consistantes d'un bout à l'autre de l'épreuve. Également, et c'est ça qui est génial avec les briefs, c'est qu'il est possible de solliciter plusieurs évaluateurs. Soit les deux parents séparément, soit l'enseignant, soit un soignant quand il s'agit de la version adulte, pour pouvoir comparer les résultats standards des deux évaluations et ainsi renforcer la validité. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous mets en lien les pages de description de chacune des formes et vous retrouvez notamment des vidéos dans lesquelles je vous propose des éléments précis sur les scores percentiles, les scores T, les différents cut-offs proposés par l'auteur pour la lecture des résultats. Bref, une revue complète de ces inventaires comportementaux briefs. Alors, je voulais aborder encore deux points. Le premier, c'est qui utilise les inventaires briefs. Donc, naturellement, les premiers concernés sont les neuropsychologues qui utilisent ça en complément des épreuves plus classiques comme le WCST. Les psychologues de l'éducation nationale, eux, sont également concernés au premier chef car le fonctionnement exécutif affecte directement les apprentissages. On peut imaginer également que des cliniciens dont la neuropsychologie n'est pas la spécialité, peuvent être intéressés. Je pense notamment à des psychologues, à des pédiatres, à des pédopsychiatres. Et ces professionnels n'ayant peut-être pas des repères cliniques aussi aiguisés que les neuropsychologues, peuvent se servir de l'évaluation brief pour conforter certaines zones d'interrogation et réorienter vers un neuropsychologue pour une approche plus spécifique sur ces aspects-là. Enfin, pour tous les cliniciens que je citais, il peut être intéressant d'utiliser la brief pour penser avec le patient les axes de remédiation ou les axes thérapeutiques lors d'une prise en charge. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais si la mémoire de travail s'avère être affectée particulièrement lors d'une évaluation brief, eh bien on va, via une guidance auprès des parents s'il s'agit d'un enfant assez jeune ou directement auprès d'un adulte, faire en sorte de privilégier les consignes écrites. Autre aspect que je voulais partager avec vous, ce sont les groupes cliniques. Donc je m'attarderai plus en détail sur ces aspects-là lors d'autres vidéos, notamment des interviews avec des chercheurs en neuropsychologie. Mais il y a une littérature importante que vous retrouvez notamment dans le manuel qui restitue les études menées pour regarder la manifestation des troubles dits exécutifs chez certains groupes cliniques particuliers. Voilà, je ne veux pas trop digresser ni spoiler les contenus que je vais proposer dans les prochaines semaines sur les comptes au greffe. Pensez à vous abonner, il y a énormément d'actu en neuropsychologie, que ce soit des outils d'évaluation, des publications scientifiques ou même des formations. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée.